En France, après le tremblement de terre, Macron, voici donc la réplique. Elle est cinglante et confirme la fracture à gauche. Manuel Valls et François Hollande lui-même ont répondu. Emmanuel Macron, lui, a usé de la métaphore maritime. Sophie Brune, Camille Lemeur, Régis Maté. Tout sourire, Emmanuel Macron quitte Bercy. Quelques heures plus tard, pour la première fois, François Hollande choisit l'ironie pour commenter ce départ qui passe très mal. Je n'ai pas vu un projet individuel. Vous savez, un projet qui serait fait par un individu pour lui-même. Il y en a qui peuvent avoir cette conception. Mais on ne peut rien faire tout seul et pour soi-même. Et donc, il faut toujours faire avec les autres. Pour tacler Emmanuel Macron, le Premier ministre, lui, se fait cassant. J'ai un principe, c'est la loyauté. Je commence à avoir un peu d'expérience. On ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle. Ce matin déjà, à la sortie du Conseil des ministres, il va vous manquer Emmanuel Macron. Le travail est collectif. ses anciens collègues dénoncent une forme de trahison. Bon, j'ai regardé la définition de trahison. C'est un manquement à la parole donnée, un engagement, un devoir de solidarité. Alors, est-ce qu'il a trahi? Je pense que sur le devoir de solidarité, il faut vraiment... je pense qu'il y a des choses très, très vraies là. Hein. L'ancien ministre de l'économie, visiblement ému ce matin lors de la passation avec Michel Sapin. Pour justifier son départ, il cite l'écrivain Marcel Pagnol. Si vous voulez aller en mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. C'est vrai, mais ça n'est pas la meilleure façon de prendre la mer. Bercy est une île formidable. Mais je me devais de prendre la mer dans une embarcation résolument plus frêle, mais avec un cap et une volonté de prendre ce risque. Une accolade entre les deux hommes aux relations pourtant exécrables. En guise d'adieu, Michel Sapin lui lance un avertissement. Bonne chance Emmanuel, bonne chance pour toi. Je souhaite que la bonne chance pour toi soit une bonne chance pour nous tous. Au sein de l'exécutif, la consigne aujourd'hui était claire, faire feu sur Emmanuel Macron. Que s'est-il vraiment passé entre le président de la République et son ministre de l'économie? Comment s'est nouée cette démission dans les coulisses des palais de la République? C'est une histoire secrète que nous dévoilent Jeff Wittenberg et Aurore Julien. Le casus belli date de ce jour-là, le 12 juillet. Passe encore qu'Emmanuel Macron réunisse ses supporters dans un meeting digne d'une campagne présidentielle. Mais il y a une petite phrase qui ne passe vraiment pas. Jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire, la victoire, la victoire. Le lendemain, furieux, Manuel Valls va voir François Hollande. Déjà, il avait prévenu. Il est temps que tout cela... Mais face au président, il est encore plus clair, en exigeant le renvoi immédiat d'Emmanuel Macron. Il faut trancher cette question aujourd'hui même. C'est lui ou moi. Ce que les deux hommes ignorent, c'est qu'au même moment, ce 13 juillet, Emmanuel Macron réunit ses proches. Un cercle très restreint pour garder le secret, raconte l'un des participants. Une sorte de serment est prononcé. Nous décidons qu'il partira le 30 août. François Hollande, lui, n'arrive pas encore à se résoudre à se séparer d'Emmanuel Macron et il lui donne un choix. Respecter ces règles, c'est rester au gouvernement. Ne pas les respecter, c'est ne pas y rester. L'attentat de Nice vient tout bousculer. Face à l'horreur du terrorisme, tous les autres sujets s'effacent, la clarification attendra. S'il n'y avait pas eu Nice, affirment certains à l'Élysée aujourd'hui, le cas Macron aurait été réglé beaucoup plus tôt. À Matignon, la cause est entendue. La question n'est pas de savoir s'il va partir, mais quand il va partir. François Hollande pourtant veut lui donner une dernière chance. Rendez-vous est pris à la fin de l'été. Ce lundi 29 août, donc, les deux hommes se retrouvent à l'Élysée. Il faut respecter les règles, dit François Hollande. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Face à la réaction d'Emmanuel Macron, le chef de l'État semble désorienté. Il n'est pas clair. Il ne dit pas ce qu'il veut. La suite est connue. Emmanuel Macron a choisi d'être dehors. Une démission qu'il met en scène. Il a tout fait pour se faire virer, confie un ami proche des deux hommes qui ajoute « François Hollande, jusqu'au bout, a refusé de voir la réalité car il avait une véritable affection pour Emmanuel Macron. » Bonsoir Guillaume Darey. Dans un instant, vous nous en direz plus sur les intentions d'Emmanuel Macron et aussi sur son niveau dans les sondages. D'abord, sur quelle force peut-il compter? Qui le soutient?
parmi les élus ou dans la sphère économique. Johan Rolla, Maryse Burgot. Ils sont au cœur de la galaxie Macron. Derrière l'ex-ministre de l'économie, un petit réseau d'élus pour la plupart socialistes. Tête d'affiche, un baron de la politique, le sénateur-maire de Lyon, Gérard Collomb. Pour l'heure, ces parlementaires qui ont rejoint Emmanuel Macron ne sont qu'une quarantaine. Mais la mobilisation, assure-t-il, s'amplifie. Il y a des centaines d'élus locaux qui ont fait savoir qu'ils voulaient aussi être de la partie. Donc il me semble qu'en 5 mois, arriver à créer cette dynamique, c'est déjà un résultat. Question, des élus d'opposition rejoindront-ils le mouvement? Certains, comme le centriste Jean-Christophe Lagarde, évoquent aujourd'hui la possibilité d'un projet commun pour 2017. Emmanuel Macron pourra surtout s'appuyer sur un autre réseau, celui des chefs d'entreprise. Parmi ses proches, des patrons de la nouvelle économie comme Xavier Niel, PDG de Free, Marc Simoncini, créateur de Mythique, ou le patron de Blablacar. Mais aussi d'autres mécènes comme Henri Herman, homme d'affaires autrefois proche de Michel Rocard, et Jean Perlevade, ancien patron du Crédit Lyonnais. Beaucoup d'amis d'Emmanuel Macron souhaitent qu'il ait un destin politique. En privé, Emmanuel Macron cultive ses fréquentations dans tous les milieux. Des personnalités aussi éclectiques que Lynn Renault, Fabrice Lucchini ou l'économiste Alain Minc. Certains, comme le romancier Alexandre Jardin, ont déjà franchi le pas en lui apportant publiquement leur soutien. On sait donc qu'Emmanuel Macron entend s'appuyer sur une dynamique dans l'opinion pour imposer sa candidature. 3 questions, Guillaume Daret. D'abord, que disent les sondages aujourd'hui? Eh bien David, regardez cette étude réalisée par l'Institut ILIAB il y a quelques semaines. Emmanuel Macron, candidat préféré des Français dans leur ensemble pour représenter la gauche, 36% souhaitent qu'il se lance. Il devance Martine Aubry, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Ségolène Royal et Benoît Hamon. François Hollande, lui, n'arrive qu'en 7e position. Seulement 15% des sondés souhaitent qu'il représente la gauche. Et pour les intentions de vote, il faudra encore attendre un peu sans doute. Si François Hollande décide de se présenter, est-ce qu'Emmanuel Macron sera malgré tout candidat? A priori, non. L'objectif en réalité d'Emmanuel Macron, c'est pas d'affronter François Hollande au premier tour, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas se présenter. Ce bras de fer, ils veulent gagner par l'opinion, par les sondages, sans jamais attaquer personnellement. C'est une stratégie différente de Benoît Hamon ou encore d'Arnaud Montebourg qui, eux, attaquent frontalement le chef de l'État. Et est-ce qu'il soutiendra François Hollande s'il n'est pas candidat lui-même? Difficile à dire, David, vu la dégradation des rapports entre les deux hommes. Ce qui est certain, c'est que si Emmanuel Macron n'est pas candidat, tout le monde va se l'arracher. Et pas seulement à gauche, les proches d'Alain Juppé nous le disent, les deux hommes sont totalement compatibles. Mais David, dans l'État, c'est pas du tout le scénario qu'Emmanuel Macron a en tête. Lui, son pari, c'est bien que ce soit lui et personne d'autre qui entre ici à l'Élysée en mai prochain. Merci Guillaume. Une image à droite, à 3 mois de la primaire. Les candidats se sont tous donné rendez-vous à l'université d'été du MEDEF. François Fillon hier, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, puis Alain Juppé tout à l'heure. Des discours axés sur la baisse des dépenses publiques, des impôts et des charges et sur la réforme du marché du travail. L'économie et les suites de cette amende record pour Apple en Europe et ce chiffre révélé à cette occasion, c'est le chiffre du scandale. Regardez, 0,005%. C'est le taux d'imposition réel des énormes bénéfices du groupe américain en Europe prélevés par l'Irlande, avec qui Apple avait noué l'accord dénoncé aujourd'hui. L'Irlande, dont les pratiques de paradis fiscal apparaissent une nouvelle fois au grand jour et qui a fait appel de la condamnation. Anaïs Barr, Valérie Lerouge, Sylvain Winans. Un chèque de 17 milliards d'euros et l'Irlande n'en veut pas. C'est pourtant la somme que le géant Apple doit lui rembourser, car Bruxelles a jugé illégal le cadeau fiscal offert au géant américain. Mais l'Irlande assume ce cadeau et son image de paradis fiscal. Je suis en désaccord avec la Commission et je vais proposer au gouvernement de faire appel de cette décision. Renoncer aux recettes fiscales pour attirer les entreprises, c'est toute la stratégie de l'Irlande. L'impôt sur les sociétés est parmi les plus bas d'Europe, à 12,5%, bien moins élevé qu'en France où il atteint 33%. L'État a même conclu des arrangements au cas par cas avec des entreprises qui ne paient quasiment plus d'impôts. En 2014, Apple a été imposé à seulement 0,005%. De quoi attirer les multinationales comme Google, Yahoo
mais aussi Facebook, Twitter et Airbnb. Colère des autres pays européens qui jugent cette politique fiscale scandaleuse. L'Irlande continue à penser que le seul moyen pour elle d'attirer de l'activité économique chez elle, c'est de faire des cadeaux fiscaux incommensurables aux grandes entreprises. Et donc c'est bien contre cela que la Commission européenne s'est insurgée. Résultat, les multinationales installées en Irlande ne paient presque pas d'impôts en Europe. Et pour les pays voisins, le manque à gagner est énorme. En France, il serait de 15 milliards d'euros. À l'étranger, le